Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui fête cette année sa 10e saison. Bienvenue à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le jeudi 3 septembre 2020 et c'est l'épisode 188 de Lifetile. C'est le premier épisode de cette 10e saison. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent, je me présente, je suis Guillaume et j'ai avec moi deux des membres de l'équipe ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Exactement. À côté de toi, Patrick, à côté de la Suisse où tu résides, il y a Florian, alias Flobo. Bonsoir Florian. Salut Guillaume, ça va ? Ça va. Bon, il fait beau à Calais à cette heure-ci ? Bah, il fait un peu noir. Mais ça va, globalement. C'est le soir, quoi. Ouais. Mais c'est bizarre, hein, on croirait qu'on est déjà à la fin de l'été. Hein. À cette heure-ci, il y a 2 mois, il faisait... Eh oui, c'est la fin de l'été, ça marque la reprise de Lifetile. Alors pour cette année, vous remarquerez que vous ne pouvez plus nous voir en vidéo. Alors l'épisode est toujours disponible sur YouTube, mais on a procédé à quelques ajustements cette année. Donc c'est la fin des épisodes ordinaires en vidéo. On s'est aperçu que finalement peu de gens les regardaient en vidéo, que ça apportait pas une grande plus-value. Donc on va simplifier la tâche et on va rester concentré sur l'audio. Également, vous allez pouvoir voir apparaître une fois par mois un épisode un petit peu spécial, un épisode Freetile, qui sera un épisode sur un dossier sur un sujet, à partir duquel vous nous connaissez, on est capable de digresser pendant des heures, mais il y aura un sujet de départ qui sera présenté par un des membres de l'équipe, et ça sera la base d'une discussion autour de laquelle seront présents les membres de l'équipe, enfin une partie des membres de l'équipe bien sûr, mais aussi quelques invités, peut-être des réguliers qui reviendront nous retrouver et appuyer les discussions que l'on pourra avoir. Nous continuons bien sûr les tutos vidéo et la M-Story, donc si vous avez des demandes de tutos, des choses que vous ne savez pas faire, que vous souhaiteriez que nous vous montrions, surtout faites-le nous passer, faites-le nous savoir. Donc vous pouvez nous contacter par mail à contact@lifetile.fr. Vous pouvez bien sûr nous contacter sur Twitter à @lifetilepodcast. Et puis sur Facebook aussi, mais bon, vous allez sur la page Facebook de Lifetile Podcast toujours et vous pourrez nous retrouver. On remercie également le camarade David Rampillon qui nous a fait le nouveau jingle que vous avez pu entendre en fin de saison 9 et que vous entendez à nouveau en cette saison 10. Alors Patrick, c'est toi qui nous avais fait le précédent jingle. Il n'est pas mort, hein. On le garde quand même sous le coude, je te rassure, on l'aime toujours, mais bon, ça faisait quand même 6 ans je crois qu'on tournait avec, il était temps de regarder ailleurs. Et puis je sais pas, toi il me semble que t'as bien aimé ce nouveau jingle. Oui, ça fait pas de mal de changer, puis celui-là était franchement de qualité, donc oui, je valide complètement. Bon, ça marche. Alors, avant de commencer et avant de rentrer dans le sujet de l'actu, une petite annonce aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, il y aura un concours sur Twitter. Vous pourrez gagner une belle petite enceinte connectée Bluetooth, une Ultimate Ears Wonderboom 2, une enceinte sans fil Bluetooth. Elle est étanche, elle est son à 360 degrés, elle peut flotter, on peut combler 2 enceintes Bluetooth de la même catégorie pour avoir un super son stéréo. Voilà, c'est la classe. Elle est bleue et puis elle est en train d'arriver jusqu'à la maison pour que je puisse vous l'envoyer quand vous l'aurez gagné. Alors le concours se passera sur Twitter, ça sera un concours, vous devrez liker le tweet et bien sûr le retweeter. Donc on compte sur vous pour participer nombreux. Le concours devrait sortir dès que je reçois l'enceinte, donc ça devrait être lundi ou mardi. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à jouer pour tenter de gagner ce beau petit cadeau qui a été conseillé par mes camarades, notamment Patrick. Voilà. Florian, quelque chose à rajouter ? Patrick, quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on peut y aller pour moi. On peut y aller. Bon, on a quand même oublié d'annoncer que le Slack était toujours présent. Vous pouvez venir échanger avec nous sur le Slack de Lifetile. Pour ça, c'est comme l'an dernier. Vous écrivez à contact@lifetile.fr, vous faites une demande d'entrée au Slack et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible, généralement en 2-3 heures maxi. Ouais, de 10 secondes maxi généralement. Soyons honnêtes, 10 secondes maxi généralement. On est plutôt jamais, je préfère prendre large. Oui, mais je préfère prendre large, on sait jamais. Prenons de la marge. Une dernière chose, le Patreon est toujours
d'actualité. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous soutenir en donnant 1 euro, 2 euros, 3 euros, 1000 euros, que sais-je. Oui, on est passé à l'euro d'ailleurs sur Patreon. On a pu cet été changer la monnaie utilisée, donc vous pouvez faire des dons directement en euros maintenant. Donc ça devrait même être plus pratique pour vous. Voilà, donc vous allez tout simplement sur patreon.lifestyle.fr, puis vous pouvez nous soutenir, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, on remercie toutes celles et ceux, enfin surtout tous ceux qui nous soutiennent encore aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. Et là, je crois qu'on a fini cette longue introduction de début d'année, de début de saison, et c'est l'heure de passer au premier dossier, le Surface Duo. Alors pour commencer, Patrick, Florian, on a entendu parler du dernier né de chez Microsoft est-ce qu'il est sorti aux États-Unis ? Non, pas encore, mais il va bientôt sortir, hein, Patrick ? Exactement, et puis première vexation pour ce qui me concerne, c'est qu'a priori il n'est censé sortir qu'aux États-Unis. Ils m'ont déjà fait le coup, sauf erreur, avec les Microsoft Band 1 et 2, ce qui m'a très déplu. Et a priori, oui, je ne pourrais pas profiter de cet appareil en Day One. Bon, il y a, paraît-il, j'ai lu quelque part qu'il y a un revendeur américain qui propose de les envoyer à l'étranger, donc je me tâte encore. Mais bon, très franchement, s'ils nous refont le coup vraiment de la sortie exclusive en Amérique du Nord, je vais trouver ça un petit peu dommage quand même. Ça mériterait pour le coup quelque chose d'un peu plus worldwide, à l'image de ce qu'il a fait quand même pour les autres surfaces. Donc voilà, un petit peu déçu. Enfin, pas les premières, hein. Les premières, on a eu la même chose. Hein. Surface 1, la Surface 2, on l'a eu ici. La 1, on l'avait pas, parce que je me souviens, je la voulais acheter à la sortie Windows 8, et j'ai dû acheter un Yuga parce qu'elle n'était pas dispo en France, je sais plus pourquoi. D'accord. Mais moi, je sais qu'en Suisse, je l'avais vu, je crois, dans le commercialisé. Mais bon. Il y avait la RT, mais pas la Pro, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est il y a longtemps. Hein. Oui, ça commence à dater. Bon, est-ce que vous pourriez rapidement nous rappeler un petit peu ce que c'est ce Surface Duo, cet appareil téléphonique pliable proposé par Microsoft ? Bah oui, bien sûr. Alors, on se rappelle que pendant très très longtemps, on a espéré Andromeda qui devait être le Surface Phone de Microsoft. Pendant très longtemps, il aurait dû tourner sur une version de Windows qui était un peu le successeur de Windows 10 Mobile, mais bon, comme tous nos auditeurs doivent le savoir, ce système d'exploitation a une fin bien triste. C'est ça. Donc Microsoft s'est tourné vers le système d'exploitation le plus populaire du mobile, c'est-à-dire l'équivalent de Windows sur mobile aujourd'hui, qui est Android. Hein. On va dire que c'est un peu... c'est clair. C'est son équivalent mobile. Et donc, plutôt que se battre pour essayer d'imposer Windows, ils ont décidé d'embrasser Android complètement et de faire une version Microsoftisée d'Android avec un appareil conçu pour tourner sur Android, mais avec toutes les applications et les services Microsoft préinstallés par défaut. Donc... c'est déjà pas mal, mais au-delà de ça, ils ont décidé c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas seulement un Microsoft Phone, d'ailleurs, ils veulent pas qu'on appelle ça un phone, parce que pour eux, c'est une nouvelle expérience, en effet. La nouvelle expérience, c'est le fait qu'il y a 2 écrans, c'est-à-dire qu'on n'a pas un téléphone comme classique avec un seul écran, c'est qu'on a vraiment 2 écrans, on ouvre le système comme une tablette, pas comme une tablette, comme un livre, et on a un peu la page de gauche, la page de droite qui correspondent aux 2 écrans du système, ce qui permet donc d'avoir 2 applications en même temps, d'utiliser une application sur 2 écrans, bref, plein de nouveaux usages que Microsoft espère va devenir standard sur mobile et améliorer la productivité. D'accord. Alors cet appareil, au niveau hardware, moi je me dis, ça fait 2 ans que j'ai ma machine, est-ce qu'il m'intéresserait finalement ? Est-ce que c'est du bon hardware qui pourrait tenir encore un moment ? Ou est-ce qu'on se rappelle des derniers épisodes et on va râler encore ? Écoute, il est considéré quand même comme du matériel, du hardware du milieu de gamme, d'accord ? C'est-à-dire par rapport à l'âge des processeurs, etc. D'une part, et puis l'autre chose qui me fait peut-être un peu tiquer, on verra si les prochains tests me donnent tort, c'est la batterie. Je veux dire, elle est inférieure à 4000 mAh, alors pour certains c'est beaucoup, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a 2 écrans, donc... c'est ça. Voilà, j'attends de voir les résultats. En plus, c'est de l'Android, donc je sais pas. Écoute, j'attends, mais ça me rend pas super optimiste pour l'instant. Après, peut-être que Microsoft et Google ont fait du bon travail. L'avenir nous le dira. C'est un petit côté prototype quand même. C'est la première version. Hein. Mais on a beaucoup d'appareils comme ça. Oui. Tu prends les Surface Pro, la première finalement elle était quand même pas non plus mirobolante. La deuxième était pas mal, mais elle était quand même un petit peu fatiguée. Enfin,
elle fatiguait plus vite. Et c'est la 3 qui a vraiment montré la maturité de la gamme de produits. La MS Band, tu prends la même, la 1 faisait vraiment très prototype, taillée à la serpe, la 2 était beaucoup plus en rondeur et la 3 qu'on a vue en prototype avait l'air génial. Ben, la 3, voilà, avait l'air génial, merci. Mais voilà, peut-être que ce premier Surface Duo n'est qu'un essai. Par contre, je trouve qu'il y a eu beaucoup de temps entre l'annonce qui devait être... C'était Noël 2019 ? Non. Près, ou octobre 2019. Ils ont de l'avance, Guillaume, ils ont de l'avance. Il était censé sortir Noël de cette année. Oui, mais il avait été présenté dès octobre 2019. Oui. Il y avait une conférence faite par Panos Panay où il avait été présenté. Après, si tu pousses, on savait que cet appareil-là était en développement depuis des années et des années. Donc bon, moi je trouve que c'est assez rapide entre le moment où il a été annoncé et la sortie effective. Honnêtement, j'ai trouvé ça même rapide de mon côté. Donc bon, j'ai pas la même impression que toi. Ouais, mais je me dis, ça fait tellement de temps qu'on en parle, justement. Alors, octobre, il était présenté par Panos Panay. Il serait sorti, au mois de décembre suivant. Il avait des caractéristiques techniques qui étaient bonnes, qui étaient dans le haut de gamme de l'époque. Exactement. Et ça aurait été totalement acceptable qu'il n'ait pas la 5G, qu'il n'ait pas un processeur Snapdragon 865, qu'il ait à la rigueur qu'un objectif photo, et encore, bon, on pourra en discuter, mais on n'a même pas parlé du prix, parce que finalement, cet appareil-là, qui est du milieu de gamme, tu l'as dit, Patrick, il a un hardware de milieu de gamme, il est présenté à quel prix pour l'instant aux États-Unis ? Je crois que c'est aux alentours des $1 400, si je ne me trompe pas, pour 128 Go. Alors, avant de relativiser ce prix, pour revenir en arrière, c'est vrai que pour corroborer ce que tu dis par rapport à la date de la présentation, c'est vrai qu'on a à l'esprit les autres présentations, que ce soit Samsung et les autres fabricants, qui en général ont tendance à présenter leurs produits quelques semaines au pire avant la sortie de l'appareil. Donc effectivement, en cela, Microsoft a complètement explosé les délais d'annonce avant la sortie de l'appareil. Maintenant, en ce qui concerne le prix, si tu regardes les fers de lance à gauche à droite, d'un côté, c'est-à-dire il y a le Galaxy Note, bon, même si effectivement il est beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium, je rappelle que le double écran de Samsung est annoncé à quelque chose comme $2020 quand même. Aïe. Donc ça permet peut-être un tout petit peu de relativiser, parce qu'il a quand même 2 écrans, le Surface. Donc, je veux dire, est-ce qu'il est cher ? Oui. Est-ce qu'il est trop cher ? Pas forcément. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors moi, je te dis, je suis maintenant dans une optique où je vais pas mettre plus de 400 balles dans un téléphone. Donc tu vois, un smartphone. Je veux bien que ce soit un Surface Duo, mais je veux bien monter à 450, mais pas plus, quoi. Et clairement, ce téléphone, il me donne pas envie de faire l'effort. Il y a des utilisations que je trouve assez géniales. Je trouve que la manière dont sont organisés les écrans, la manière dont ils tournent, la charnière est super, mais c'est vraiment un boulot de dingue. Ça, je reconnais. Hein. Mais à ce prix-là, je trouve que c'est clairement exagéré avec du matériel dépassé. Tu dis, tu vas mettre 1 400 € pour avoir un téléphone qui est même pas compatible 5G. Alors, bon, d'accord, la 5G n'est pas encore arrivée en France, mais elle va arriver d'ici la fin de l'année. Et ça risque d'aller assez vite parce que les opérateurs ont déjà pris de l'avance au niveau des installations. Je me dis mince quoi, avoir un appareil que je vais devoir garder 2, 3 ans, 4 ans vu le prix, pas pouvoir bénéficier de la 5G, c'est quand même fortement embêtant. Bon, après c'est ma manière de voir les choses, hein. J'ai plus envie de mettre des 1000 et des 100 dans des outils technologiques comme ça. Bon, ça c'est vrai que je sais pas ce que Florian en pense. Moi je suis assez d'accord là-dessus. Déjà, pour revenir un peu sur ce qu'on disait au début, par rapport à la date de sortie, le délai qu'il y a eu, je pense qu'un grand problème a été le software. Vous vous souvenez, pendant longtemps, Microsoft a interdit, même jusqu'à maintenant je crois, au test de montrer l'appareil à allumer, parce que le software était pas prêt. Et ça, je pense, ça vient du fait que leur version d'Android customisée, elle n'était pas du tout encore prête, et que donc ça a retardé de beaucoup le développement du produit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un appareil un peu de génération ancienne. Je pense que l'hardware, il était prêt depuis plus d'1 an. C'est quand même paradoxal si on considère le fait que depuis qu'il a annoncé, Panos Panay a priori l'utilisait au quotidien. Oui, mais il bêta-testait ces trucs. Il pouvait pas. C'était une version. C'est comme ils disent, Microsoft, ils appellent ça Eat Your Own Dog Food. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs propres produits en bêta pour voir les problèmes et les améliorer eux-mêmes. Mais Panos Panay devait avoir un téléphone quasiment peut-être 9 tous les 15 jours, ou en tout cas des mises à jour d'OS tous les 15 jours pour tester justement ce qui était là-dessus. Hein.
pour pouvoir faire des remontées. De ce côté-là, il faut voir aussi que le projet à l'origine, on sait bien qu'il avait commencé avec Windows, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a Windows 10 X aussi à côté qui fonctionne aussi avec 2 appareils. Et sûrement que la version de Windows double écran était déjà bien plus avancée depuis longtemps, et qu'ils ont dû passer sur Android, et qu'ils ont dû refaire entièrement tout sur Android, et que ça fait que cet appareil, finalement, il a un an de retard techniquement sur ce qu'il aurait dû être. On a vu ça également si on suit les applications Android Microsoft avec le Microsoft Launcher qui est le launcher par défaut du téléphone. Ils l'ont réécrit entièrement cette année. On a eu une nouvelle bêta en février qui a enlevé quasiment toutes les fonctionnalités et qui repartait à zéro. Et quand j'avais demandé sur Twitter aux devs, ils avaient dit que le Microsoft Launcher à l'origine c'était un projet du garage qui était créé avec du code un peu à l'arrache, et là ils refaisaient du code bien propre, bien optimisé, qui fonctionnait bien, justement parce que ça allait devenir, cette fois c'était plus un petit launcher pour les gens qui veulent s'amuser, c'est le launcher par défaut de leur téléphone à 1400 balles, donc on peut pas avoir du code optimisé, donc ils ont tout refait. Ils ont tout réadapté Android à leur truc, et ça a fait à mon avis qu'on s'est retrouvé avec justement un téléphone avec des specs maintenant un peu dépassés au moment où ça sort. Bon. Après, pour moi, j'ai le même avis que Guillaume sur le tarif. Je mettrais honnêtement plus jamais plus de 400, j'ai l'impression. Après, sauf exception peut-être, on sait jamais, mais sauf s'ils sortent un Lumia 1050, mais il faut pas rêver. Je mettrais plus jamais plus de 400 €, allez, un petit peu plus max dans un téléphone. D'autant plus que si c'était un PC, une surface c'est cher, mais je peux attendre un an ou deux qu'il ait promo ou un truc comme ça pour l'acheter plus tard. Un téléphone, là ils ont annoncé qu'il y avait par exemple 2 ans de support, plus de mise à jour après 2 ans. En fait, le temps que le tarif baisse et qu'il soit un peu acceptable, le téléphone il sera déjà quasiment périmé, j'ai envie de dire. T'auras plus de mise à jour, peut-être que les applications seront plus compatibles ou je ne sais pas quoi. Là, moi j'ai encore ma Surface Pro 4 d'il y a 4 ans, j'ai la dernière version de Windows 10, la dernière version d'Office, la dernière version de toutes les apps, j'ai des mises à jour autant que... j'ai de la dernière version de tous les iOS. Je veux dire, c'est pas autant périmé qu'un appareil comme ça sera après 2 ans. Alors mettre 1400 € pour un appareil qui tiendra moins de 2 ans, peut-être 1 an et 6 mois, peut-être le temps que... Enfin, 6 mois de mise à jour maximum, moi je trouve que c'est très cher payé. Microsoft, ils auraient pu m'avoir peut-être, s'ils avaient annoncé par exemple, on va faire un truc, on le supportera pendant 5 ans, tu vois. 5 ans, 6 ans, on fera des mises à jour, un truc comme ça. Là, peut-être je me dirais, ça vaudrait le coup. Mais les mecs disent 2 ans, 1400 €, 2 ans, non, je suis désolé, j'adore le concept. J'ai vraiment envie d'avoir cet appareil parce que moi je trouve que sur mobile, je suis pas productif, justement parce que j'ai un seul écran. Je suis trop habitué à fonctionner sur plusieurs écrans et je trouve que c'est un peu le bazar, je suis un peu limité sur mobile. Donc je pense que ce serait génial, mais 1400 €, non, désolé. C'est pas possible. Bon, attention peut-être de ne pas comparer les promesses de mise à jour des smartphones en général avec ta Surface. C'est pas du tout le même modèle économique. Hein, je veux dire, il n'y a pas 36 000 fabricants, par exemple aujourd'hui, qui proposent 5 ans de support logiciel avec nouvelle version. Je veux dire, j'ose le dire maintenant, à part Apple. Peut-être il y a OnePlus, je crois, et même Google. Je suis même pas sûr que Google garantisse 5 ans de nouvelles versions sur ses pixels. Tu vois, donc le marché du mobile, bon alors c'est vrai que 2 ans, c'est peu, on est d'accord. Mais pour les autres fabricants, ça va pas beaucoup plus loin en matière de mise à jour de logiciels, si tu veux. Donc on est d'accord, mais c'est juste que pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Je veux dire, sur PC, tu vois bien que tu as un PC d'il y a 5 ans, tu peux encore installer la version Windows 10. Je vois pas pourquoi, finalement, aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, les téléphones, ça devient des bêtes de course, on a des processeurs de malades dedans. Il n'y a pas de raison qu'au bout de 2 ans, tu puisses plus installer une nouvelle version. Pour moi, ça devrait vraiment tendre vers un système comme sur PC, où tu peux mettre à jour... t'es plus autant main et pieds liés par le constructeur, le mec il arrête son truc pour que t'achètes le suivant, quoi. Je vais un petit peu me faire l'avocat du diable, mais moi je me souviens une époque, il y avait quelque chose qui avait un petit peu défrayé la chronique, je sais pas si vous vous souvenez, où Apple avait décidé d'introduire une option qui permettait de réduire l'autonomie de la batterie pour pouvoir encaisser les nouvelles versions logicielles sans risque. Voilà. Je suis pas sûr qu'on puisse considérer un hardware de smartphone comme celui d'un ordinateur au niveau des versions suivantes. Je pense pas que ce soit aussi simple. Je me fais un peu l'avocat du diable et je suis pas sûr de m'en dire, mais je pense pas que ce soit aussi évident de proposer, si tu veux, la même expérience utilisateur pendant des années avec un logiciel qui évolue, qui propose de nouvelles fonctionnalités, tout en gardant, je dirais, les mêmes performances, la même autonomie, la même fluidité sur des téléphones plus anciens. Et puis après aussi, et surtout, ça va dépendre aussi, oui, c'est vrai que ça va dépendre aussi du prix de l'appareil. Tu peux pas demander effectivement la même chose à un flagship que ce que tu pourrais demander à un appareil à 200 balles. Maintenant, même comme ça, malgré tout, je suis
pas certain qu'on puisse aller aussi loin sans que ça se fasse au détriment du plaisir que tu auras à utiliser ton smartphone. Mais bon, après ça reste encore à vérifier. Il y a un peu de ça, mais regarde, pour les PC, c'était la même chose. Hein. Si tu regardes les années 80, les années 90, rapidement, la nouvelle version de Windows, elle faisait que ton PC il tournait il tournait vraiment de façon complètement pourrie et tu devais mettre à jour ton PC. À partir de 2007-2008, j'ai envie de dire peut-être 2010, on a atteint une sorte de plafond. Je veux dire, aujourd'hui, tu prends une machine une qui a un SSD de la fin des années 2000, tu peux faire tourner la dernière version de Windows 10 de façon correcte, très correcte. On a atteint une sorte de plateau à partir duquel avoir plus de puissance, c'était vraiment pour les gens qui ont vraiment des besoins spécifiques. Et je me demande si on va pas arriver vers la même chose petit à petit sur les smartphones. Après, là, on dérive on dérive sur un sujet qui pourrait être bien en freestyle. Voilà. Ensuite, tu faisais la comparaison avec les pixels. Moi, j'ai un Pixel 3, il m'a coûté 300€. 3 ans de mise à jour pour 300€, ça me paraît quand même plus acceptable que 2 pour 1400. Un Pixel 9 ne coûte pas 300€. Ou bien alors j'ai mal suivi le marché. Mais le Pixel de base, quand tu l'achètes à neuf, il a le prix des flagships. Hein. D'ailleurs, ça lui a souvent été reproché d'ailleurs par rapport au prix des Nexus de l'époque, c'est-à-dire les premiers appareils, je dirais, de Google. Mais dès qu'ils sont passés au Pixel, ils ont monté en gamme. Et là, on avait des prix quand même qui étaient dignes des grands flagships de chez les autres. Il faudra voir ce que Microsoft fait au niveau des promos. Est-ce qu'ils vont peut-être pas faire des packs aussi Surface plus Surface Duo qui pourraient être intéressants pour avoir... comme il disait, moi j'ai eu ma Surface avec une Xbox par exemple, peut-être ils feront des packs un peu tous en un qui permettent d'avoir des super promos, c'est à voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Ça on peut faire confiance aux revendeurs pour ça, j'imagine. Plus que sur Microsoft, oui. Ouais. Alors moi j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu sur ce Duo parce que on n'a pas parlé de sa partie photo. Moi j'ai évoqué un petit peu le seul objectif de l'appareil. Alors qu'il n'est qu'un objectif à la rigueur. Moi, je trouve pas que ce soit vraiment un problème. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai encore un appareil qui n'a qu'un objectif. Je sais pas, toi, Patrick, t'as déjà un multi-objectif ? J'ai 2 objectifs, mais je vais dire, moi, je suis peut-être pas la référence en matière de photos parce que je suis assez bon public à ce niveau-là. Donc, je prends des photos assez rarement. Enfin, quand je les prends en général, c'est dans des bonnes conditions d'éclairage, etc. Donc, oui, j'ai 2 objectifs, mais j'ai parmi les appareils Android que je préfère, c'est surtout les pixels de Google, et je dois avouer qu'avec un seul objectif jusqu'aux dernières versions, il faisait des photos absolument brillantes. Il faut quand même pas oublier de mon point de vue que, alors, effectivement, les objectifs aujourd'hui ont beaucoup gagné en performance, mais oui, je dirais ce qui est presque autant important que la partie hardware elle-même, c'est la façon dont tu traites la photo, c'est l'algorithme. Et en cela, pendant très longtemps, alors que les autres y allaient avec 2-3 objectifs, voire plus, Google s'est très longtemps contenté d'un seul, et pour autant, il est resté sur le podium de tête en qualité photo en rivalisant avec les meilleurs, si tu veux. Donc, quand tu dis effectivement qu'il y a un seul capteur photo sur sur le Surface Duo, mais ça reste comme un capteur photo dorsal, donc en qualité maximale. Si on veut faire un selfie, on retourne l'écran, donc on n'a pas ce problème-là à ce niveau-là. Et puis après, il faut voir ensuite l'algorithme de Microsoft pour voir ce qui sort pour en voir le résultat qui sort au final. Tout à fait. Alors le problème, c'est que cet appareil là, le Surface Duo, est sous NDA jusqu'au 10 septembre, donc les journalistes qui ont pu le tester en les articles de près. Alors tu dis on n'en sera pas plus, si quand même, il y a sur Twitter, il y a des photos qui ont fuité, parce que certains magasins ont des appareils en test physique. Donc il y a des journalistes qui ont pu tester physiquement les appareils, et il y en a qui ont posté des comparaisons, alors qu'ils les ont postés sur Twitter. Et moi, ce qui me gêne, c'est que sur Twitter, sur les réseaux sociaux, généralement il y a des algorithmes de compression des images. Il est assez difficile de comparer finement les photos, et il faudrait vraiment mettre des photos brutes qui sortent du téléphone et les mettre en comparaison sur un site web pour vraiment profiter pleinement de la photo. Mais moi, de ce que j'ai pu voir quand même, c'est que c'est un appareil qui a l'air d'être assez sommaire, non c'est méchant, mais qui fait un petit peu penser à la gamme Surface. Moi je sais que la Surface Pro 3 a un appareil photo mais qui est dégueulasse. Il est juste dégueulasse, c'est honteux de vendre, j'ai trouvé qu'à l'époque c'était honteux de vendre une Surface Pro 3 à ce prix là avec un objectif de cette qualité. Et là le Surface Duo, moi je trouvais que en lumière normale c'était correct,
Il n'y a pas un rendu génial ni un piqué génial sur la photo. Par contre, en basse luminosité ou en intérieur, dès qu'il y avait un peu qui manquait de luminosité, l'image était, ça commençait un petit peu à couler. Les zones n'étaient pas nettes de différenciation. C'était pas propre. Et je trouvais ça assez dommage. Alors, sans être catastrophique. Ça fait pas une photo moche, mais ça fait pas une belle photo non plus. Ça manque de précision, ça manque de réalisme. Bon, après, voilà, on a un capteur photo de smartphone, ça fait pas non plus la photo comme on peut faire avec un réflexe ou un hybride. Ça, je suis le premier à... C'est l'éternel débat, en fait. Hein. Mais tu as des appareils, comme tu disais, les Pixel, qui font des photos propres, hyper précises, presque chirurgical, après tu peux peut-être pas travailler comme tu ferais avec un réflexe, mais tu peux quand même sortir quelque chose de propre. Là je trouve que ça manque de soin. Pour avoir un Pixel, ce que j'aime bien moi, c'est que j'y connais rien en photo, c'est que j'ai pas, même si je suis dans un endroit sombre, ils ont fait un truc où tout se fait tout seul en fait, il se met tout seul en mode nuit, moi j'y connais rien en photo. Donc le truc il se règle tout seul, et pour moi c'est parfait ça, tu vois. C'est ce que je veux. Toi tu veux une photo maintenant là tout de suite, et lui il va l'adapter, ce qu'il pense être le mieux vu la situation. Je suis pas un photographe, donc pour moi il me faut un truc qui s'adapte tout seul, et pour moi c'est ce que Google fait très bien. Oui, mais alors après il va te falloir soit un objectif, enfin surtout un capteur derrière qui est capable de faire le post-traitement, d'être assez sensible à tout, d'enlever le bruit, ou sinon comme disait Patrick tout à l'heure, qu'il y ait des algorithmes derrière de travail de ta photo qui soient performants pour arriver à te remettre tout ça parfaitement. Parce que tu peux très bien imaginer qu'avec une photo moyenne à la base, c'est un super post-traitement, tu peux nettoyer une grosse partie du bruit de la photo et tu vas avoir quelque chose de propre. Après, il faut voir, Microsoft a choisi ses combats hein. Sur la photo, ils ont décidé de pas faire ça leur truc. Hein. Ils ont jamais vraiment communiqué. Ils communiquent jamais là-dessus. Hein, si tu réfléchis, la partie photo. Non, mais t'as vu qu'ils ont revendu les brevets photos de Nokia à HMD, des trucs comme ça. Tu voyais que c'était pas leur but. Ils auraient pu les garder. Quand ils ont revendu ça, tu voyais que c'était pas là-dessus qu'ils voulaient se battre, quoi. Non, clairement. Et justement, tu pensais à ça, et moi je me suis dit, mais si, Microsoft, ils ont quand même eu le 1020. Ben non, en fait, c'était pas Microsoft, c'était Nokia. Avec les premiers PureView, et puis cet appareil photo de 41 mégapixels à l'époque qui était qui faisait de belles photos. Il manquait de vélocité, mais qui faisait de belles photos. Et qui permettait de zoomer si t'étais trop loin du sujet, grâce justement à ce nombre de pixels. C'est ça. Ce qui est à peu près le seul intérêt. On aurait notre camarade Franck qui serait là, je pense qu'il serait d'accord avec nous. Voilà, donc finalement je pense qu'on n'est pas tous hyper chauds quand même sur ce Surface Duo, à part Patrick, toi encore un peu. Si, moi je le suis, hein, je veux dire, si... Toi t'es chaud, ouais, mais Florian et moi je pense dans les étals ici, je pense que oui, là j'hésiterai pas une seconde. T'aurais craqué. Moi ça dépend. Oui. Franchement, oui. Vous le mettez à 400 €, je le prends, hein, clairement. Oui, parce que aussi. Pour moi le problème c'est clairement la productivité sur téléphone. Moi je vois bien un exemple tout bête, c'est que souvent je suis en train d'essayer de partager depuis une application vers une autre, puis ça ouvre et puis là tu te retrouves sur une autre application, tu te fais précédent, je sais plus, tu sais, moi rapidement je trouve que sur un téléphone on n'est pas efficace. Moi ça me frustre très rapidement, je dis que je veux faire un truc compliqué sur un téléphone, je le balance et je prends le PC. Et je me dis qu'avec 2 écrans, plusieurs applications en même temps, peut-être que ça pourrait rendre le téléphone beaucoup plus productif. Ouais, mais je suis assez d'accord, mais c'est plutôt, c'est vraiment le côté écosystème Microsoft pour avoir une pure continuité dans ta manière de travailler. C'est ça vraiment que tu voudrais, ouais. Oui, il y a ça aussi. Après, n'importe quel téléphone Android, maintenant tu peux le connecter à 100% à l'écosystème Microsoft. Hein. Après, il faut peut-être préciser aussi, en fait, au niveau prix, etc., on est un petit peu dans la continuité si on réfléchit de la gamme Surface. Parce que bon, il y a des surfaces qui sont pas trop chères, mais d'une manière générale, la partie pro des surfaces a quand même un certain tarif. Et donc, tu vois, la Surface Duo, c'est un petit peu la digne compagne de tous ces appareils pour les professionnels et autres amateurs de haute gamme. Ouais, mais tu vois, moi, je l'aurais pas mis à plus de 800 €. Après, je sais pas au niveau financier ce que ça leur coûte, hein, mais je pense que cette limite de 800 € au niveau placement tarifaire, je pense que ça aurait été pas mal. Mais là, je pense que 1400, ça fait quand même énorme. Un sujet qu'on a évité, qu'on a oublié d'évoquer pour l'instant, c'est celui du double écran, les applications de double écran qu'on met sur la Surface Duo avec l'écran donc séparé en deux. Oui, Microsoft propose pour ça des API pour adapter ces applications au paysage double écran, parce qu'évidemment, on peut pas considérer ça comme un seul écran comme les Samsung, parce que la barre, il y a entre deux, il y a la charnière entre deux. Oui.
Et donc il propose un système d'API qui est compatible également avec Windows 10X pour faire un nouveau type d'application qui fonctionnerait comme ça de façon efficace sur l'écran. Par exemple, on peut imaginer scroller dans une page d'un livre comme un petit peu comme un parchemin qu'on lirait d'un écran à l'autre de façon intuitive. Ça, je me demande si ça va vraiment fonctionner parce que il n'y a que cet appareil-là, il est orphelin cet appareil-là pour l'instant. Il n'y a même pas Windows 10X à côté pour l'aider. Donc, est-ce que les gens, à part Microsoft, va adapter ses applications ? Et encore, parce que... Ouais, si toutes les applications professionnelles de Microsoft elles vont être adaptées, ça, il n'y aura pas de problème. Je trollais un peu parce que j'ai regardé la liste des applications qui sont préinstallées sur Surface Duo et il n'y a pas Skype dessus. Donc bon, ça m'a fait rire. Ouais, mais il y a Teams. Bon, un petit bémol quand même à ce sujet, parce que oui, il va falloir les adapter pour certaines fonctionnalités, mais j'ai appris qu'en fait, si tu veux, vous savez que dans Android, vous avez différentes pages, d'accord ? Donc tu peux passer d'un écran à l'autre, tu peux avoir plusieurs écrans virtuels, etc. Bon, il s'avère qu'en fait, sur une image de démonstration, on voyait en fait, avec les petits points en dessous, que le téléphone avait 4 écrans virtuels, d'accord, mais que en fait, il s'affiche 2 par 2. D'accord. Donc basiquement, je pense que tu peux utiliser n'importe quelles applications 2 en simultané, si tu veux, vu que tu es sur 2 bureaux différents, sans pour autant avoir besoin de prime abord de les rendre compatibles. Après, il y a peut-être d'autres fonctionnalités qui nécessitent, mais de base, du fait qu'on a un affichage de bureau virtuel, si tu veux, ça doit quand même passer d'une certaine façon. Moi, je parlais vraiment d'utiliser les 2 écrans en même temps pour une seule application. C'est ce que Microsoft fait pour ses applications, et ça, il propose des API pour faire des applications 2 écrans en même temps. D'accord. Parce que tu penses pas que ça passerait comme ça sans... de faire un plein écran sur 2 bureaux. C'est une manière pour l'adapter à la vue, il y a un système, enfin, il y a une manière de présenter l'image pour que ton œil, il complète ce qui manque ou que ça le gêne pas, et je pense que c'est là-dessus que Microsoft a travaillé. Et d'ailleurs, j'ai vu un bout de démo sur du scrolling de page web, alors c'était sur les journaux, où le gars tenait le téléphone à la verticale, enfin les 2 écrans horizontaux l'un sur l'autre, donc ça fait plutôt un format vertical au final, et ça rendait vachement bien. Je me disais, ça c'est une utilisation qui est super pratique. Et effectivement, tu avais le défilement qui semblait très propre. Bon, après ça restera quand toujours je dis très propre, sur la charnière. Ouais, mais justement, après ça reste quand même un sacré challenge quand même. Quand tu vois la taille de la charnière, tu dis que c'est un sacré challenge. Ça, c'est chapeau. Mais au niveau des charnières, ils sont bons chez Surface. On n'a pas parlé de la taille. Il est pas très grand cet appareil. Je voyais quelqu'un qui prenait un Pixel 3 qui le collait juste à côté, un 3XL pardon. Et il était un petit peu moins large que le 3XL, mais un petit peu plus long. Non, l'inverse, un petit peu moins long et un petit peu plus large. Et franchement, ça me paraît pour ça. Moi, je m'attendais à plus grand. Il est vraiment petit en final. Grosso modo, moi les comparatifs que j'ai vus, c'est que ce Surface Duo, il était à peu près grand comme un passeport américain. Ils sont plus grands que les nôtres ? Au niveau de taille. Je sais pas, mais c'est un passeport américain qui était à côté, donc et puis n'ayant pas de passeport français, je te dirais pas si c'est plus ou moins grand. Mais c'était à peu près aussi grand qu'un qu'un passeport américain, donc c'est pas énorme, ça rentre dans la poche. Ok, allez, je pense qu'on a assez parlé de ce Surface Duo, on va pouvoir enchaîner avec une deuxième news et puis un deuxième dossier sur la partie jeu. Alors pour cette partie jeu, peut-être une information qui sera beaucoup moins source de discussion. On en avait parlé avec Cassim, vous savez que Xbox va sortir la série X d'ici à Noël, peut-être plus rapidement que Noël. La série X est le monstre de puissance que Microsoft nous prépare pour le jeu vidéo sur console. Mais Microsoft, a priori, ne prépare pas qu'une seule console, mais en prépare 2. Il y avait Scarlett, il y a aussi Lockhart, qui est la petite console, la série S de chez Microsoft. Alors, pourquoi je vous en reparle ? C'est que Microsoft et certains partenaires ont vendu du matériel qui était présenté comme étant compatible Xbox Series S et X. On avait ça pour une manette de jeu, une manette de console, et puis vous savez pour les cartes de jeu à télécharger là qu'on peut avoir pour le Xbox Store, et bien pareil, c'était un jeu qui était marqué compatible Series S. Donc 2 indices qui laissent fort à penser que cette série S est maintenant prête à sortir et qu'il ne manque plus qu'une sortie officielle pour qu'on puisse la retrouver. Alors pour rappel juste, cette série S n'aura pas de lecteur physique, donc pas de lecteur optique, il faudra uniquement télécharger les jeux sur le Windows Store. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter l'un ou l'autre. Bon, il n'y a rien de nouveau, je veux dire, c'est pas... Ils font tout ça. C'est confirmé.
Au final, c'est un peu comme la PlayStation, non? Parce que aussi, ils font une version avec un lecteur et une version sans, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une version S, en fait, c'est la même version, si tu veux, mais avec le lecteur en moins. Oui. C'est ça. Alors que là, la version S, on est sur une version, si je dis pas de bêtises, qui doit être autour de 4,5 teraflops en puissance de calcul. Alors, avec les nouveautés techniques, donc ce qui fait que c'est quand même utile et performant. Donc, on est quand même 4,5 teraflops pour l'entrée de gamme qui sera pas cher, en théorie, et les 12 teraflops de puissance pour la série X, qui elle sera beaucoup plus chère aussi. Mais ça change quoi au niveau des jeux alors? Ça change quoi au niveau des jeux? Tu auras une moins belle qualité graphique si tu utilises une série S que une série X. En gros, maintenant, c'est vraiment comme des PC, quoi. T'as la meilleure carte graphique, t'as la meilleure... voilà, quoi. Bon, ça l'était déjà à l'époque des Xbox One, hein, si je puis dire. C'était déjà le cas à l'époque. Oui, t'avais la série X, t'avais la One X et la One S, quand même les jeux les mêmes. pour la console, je pense. Enfin là, ils doivent continuer de le faire, je pense. Mais je me dis, ils peuvent peut-être moins optimiser s'ils ont les deux en parallèle, je sais pas. Si, je pense. Et puis il y a le Smart Delivery qui normalement te permet de ne télécharger que la version qui intéresse ta console. Donc, parce qu'ils ont deux binaires complètement différents. Alors ils ont optimisé un pour l'un et un pour l'autre alors. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas développeur console, mais dès qu'on aura l'information, nous reviendrons vers vous. Voilà. Non, mais on demandera à Cassim au prochain épisode et ça sera intéressant d'avoir sa réponse, s'il a la réponse. Allez, je vous propose de laisser donc la série X et la série S de côté en attendant leur sortie officielle. Et moi j'ai entendu parler là il y a pas longtemps de problèmes au niveau d'Epic Games et d'Apple. Alors j'étais en vacances, j'ai un peu coupé tout ce qui était information au niveau de la tech. Donc à part le Slack de Lifestyle où on n'a pas parlé de ça, j'étais un petit peu perdu. Donc Patrick, je crois que toi tu es capable de nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Alors en quelques mots, et puis je m'excuse par avance si je me broute un petit peu sur la chronologie ou les détails de l'histoire, mais en résumé, donc épisode 1, Epic sort une mise à jour de son jeu Fortnite sans forcément totalement passer par le processus de validation Apple. Pourquoi? Parce que dans le jeu il a intégré un double achat, on va dire, de sa monnaie du jeu. Je me souviens plus d'ailleurs comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc il y a une méthode d'achat en passant par l'App Store, bien évidemment, et une deuxième méthode d'achat, cette fois-ci en passant par un moyen externe, et puis à monnaie équivalente, la façon Epic coûte beaucoup moins cher, si tu veux, que celle d'Apple, puisqu'Apple, il faut verser 30% de plus. Plutôt qu'Apple, il prélève 30% sur chaque transaction. Donc, sur cette version-là, Epic proposait un double store, le store d'Apple normal et le store d'Epic. Ni une ni deux, Apple très rapidement a bloqué le jeu, donc il a interdit sur leur store. Donc ça c'est l'épisode 2. Épisode 3, Epic fait un procès à Apple au nom de, entre gros guillemets, de la liberté pour lui et tous ses copains développeurs pour pouvoir avoir leur propre store, etc. et ne plus avoir à payer ne plus subir la dictature d'Apple. En même temps, ils lancent une campagne anti-Apple, on va le dire ça comme ça, en retoquant la fameuse vidéo de 1984 qu'Apple avait fait à l'époque contre IBM, en la mettant un petit peu à leur sauce. Je crois même qu'ils ont fait un hashtag dont je me souviens plus les détails d'ailleurs, je m'en excuse. Donc ça c'est l'épisode 3. Épisode 4, Apple annonce qu'en plus du blocage du jeu de Fortnite, ils vont également fermer le compte développeur d'Epic, ce qui du coup risquait non seulement de poser un problème à Epic, mais aussi à d'autres développeurs de jeux qui utilisaient le moteur Unreal Engine qui est proposé par Epic, et le fait de bloquer le compte développeur aurait empêché certains développeurs de jeux de l'utiliser, et donc aurait bloqué d'autres applications. Alors pourquoi on en parle ici? C'est qu'à ce moment-là, Microsoft a décidé de soutenir Epic, pas sur l'ensemble de l'affaire, mais surtout sur la partie blocage du compte développeur, parce qu'on a maintenant il ne faudrait pas qu'Apple empêche les autres qu'Epic de travailler. Épisode suivant, parce que j'ai perdu le fil des numéros, j'en suis désolé. Lors du 5 ou 6. Ouais, voilà, mais c'est pas bien grave. Lors du procès préliminaire, le juge a statué tout de suite que d'un côté, il n'empêcherait pas Apple de bloquer le jeu
d'Epic, donc le Fortnite, en attendant le procès bien évidemment, mais que par contre il a interdit à Apple de bloquer le compte développeur en faisant valoir qu'effectivement ça pénaliserait d'autres développeurs de jeux et leurs applications. D'ailleurs, il y a les spécialistes dans les différents articles que j'ai pu lire ont salué cette initiative en trouvant que de ce côté-là, la juge avait fait preuve de certaines connaissances techniques en fait, ou en tout cas qu'elle était bien conseillée à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Alors, faut rappeler aussi que Microsoft utilise beaucoup le moteur Unreal Engine pour ses propres jeux sur Xbox, sur PC. Il y a pas mal de choses qui l'utilisent, donc ils ont tout intérêt à rester aussi en bon accord avec Epic pour éviter d'avoir des soucis. Et d'un autre côté, il faut peut-être aussi s'ils soutiennent à Epic sur cette partie-là de l'affaire, c'est que eux aussi, à l'image de leur store, comme tous les autres, prélèvent aussi 30% de DIM sur chaque transaction. Donc, ils pourraient difficilement, même si, bien évidemment, avec Microsoft, on peut télécharger et installer des programmes ou des jeux à côté sans forcément passer par le store, mais il serait bien normal de critiquer les 30% que eux-mêmes pratiquent. Peut-être que j'ai oublié de préciser qu'ils ont fait la même chose sur Google, mais que Google les a bloqués tout autant. Alors j'ai une question, toi qui connais mieux le monde Apple que moi. Là tu as parlé de Fortnite qui était bloqué sur iOS, donc c'est les smartphones et les tablettes. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est sur macOS ? Il s'est bloqué aussi ou pas ? Je suis pas sûr. Non, tu sais quoi ? Non, mais je vais contrôler tout de suite en live. Je suis pas sûr que Fortnite soit sur l'App Store. Vu que sur Mac, tu as tout à fait la possibilité d'installer en comment dirais-je, en direct depuis leur site. D'ailleurs, en fait, je sais même pas s'il est dispo sur Mac, Fortnite. Je sais pas du tout, donc je te posais la question. Là, tu poses une colle. Là, je t'avoue que tu poses une colle. Je sais pas si Fortnite est disponible sur Mac. Ah, peut-être pas là maintenant avec le coup de bambou qu'ils viennent de prendre, ils risquent d'arrêter le développement s'il avait commencé. C'est écrit que le client macOS est toujours disponible mais ne peut plus être mis à jour. Ah bah voilà. Je dis ça, je sais pas pourquoi, mais apparemment, donc ils ont des soucis à ce niveau-là également, apparemment. Bon, je vous avoue aussi également que je ne suis pas du tout intéressé par ce jeu, donc du coup c'est vrai que voilà. Par contre, c'est super, sur Epic Games, vous avez des jeux gratuits toutes les semaines. Absolument. Et ça, c'est sympa parce qu'il y a des bons jeux de temps en temps. Ah, c'est pas des petits jeux. Quelquefois, il y en a des costauds. Hein. Je me souviens à l'époque des fois, il y a des petits AAA. Oui, c'est là qu'on est la totale, je crois, des Batman, je crois, sauf erreur. Oui. Arkham, etc. Oui. Hein, donc, non, c'est pas des petits cadeaux. Parce que je pense que si même légalement, Apple a quand même raison là-dessus, je pense qu'il y a quand même une question du contrôle derrière. Parce que, en gros, Apple disent qu'ils veulent pas que Epic ajoute des choses sans passer par leur contrôle, parce qu'ils pourraient acheter des choses qu'ils accepteraient pas sur leur store. Mais est-ce que c'est pas un peu abusé de dire ça de nos jours ? Parce que je veux dire, c'est pareil sur l'application Netflix. Netflix, ils ne demandent pas à Apple s'ils ajoutent un film ou pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même deux différents niveaux selon les... Non, moi je pense que le problème est ailleurs. Le problème est beaucoup plus immense qu'on ne le croit, parce que bon, qu'on se le cache pas, c'est une histoire de pognon, d'accord ? C'est de gros pognon, c'est pas Epic, la victime contre le dictateur Apple qui se bat pour la liberté de tous. Ça, pour moi, c'est du bullshit. Maintenant, pour moi, le gros problème, c'est que à partir du moment où tu autorises... Imaginons que tu autorises Epic à avoir son store, qu'est-ce qui va empêcher les autres d'en faire autant ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils seront obligés à terme, parce qu'aujourd'hui, tu vois, toutes les applications deviennent de plus en plus web, avec les PWE, le navigateur fait tourner les applications, on arrive à ça de plus en plus, et je me dis qu'au final, le store, il est en sursis de nos jours. J'ai l'impression que c'est... Ah, j'y crois pas une seconde. Que le store... Alors, non seulement j'y crois pas une seconde, deuxièmement, faut pas oublier qu'Apple, bientôt, il va proposer des machines avec sa propre architecture de Mac, donc il va passer sur ARM. Je lis déjà à gauche à droite qui semblerait, je crois que ça tient encore un petit peu de la rumeur, mais que sur cette prochaine génération, il semble qu'Apple pourrait imposer une signature des applications pour qu'elles puissent s'installer en toute sécurité. De là à imaginer qu'Apple pourrait aussi imposer l'App Store sur ses Mac, on n'y est pas du tout encore, mais c'est une possibilité. D'autant plus qu'on aurait une architecture matérielle qui serait totalement maîtrisée par Apple, qui mettrait une fois de plus en avant la sécurité, la confidentialité pour ses clients comme il sait si bien le faire. Moi, je ne tirerai pas un trait tout de suite sur les stores. Moi, alors je serais loin de penser que les stores vivent leurs dernières années, franchement. Bien au contraire. Sur celui d'Apple, clairement, ouais. C'est vrai que Apple, c'est... En tout cas, chez Apple, oui, bien sûr.
C'est de toute façon pas le cas chez les autres. Hein. Je veux dire, sur Google, tu as une petite case à cocher et tu peux installer les applications des côtés que tu veux, c'est pas le souci. Mais je suis pas sûr qu'Apple soit prêt à renoncer à ça. D'accord. Allez, on ferme le dossier Apple, le dossier Epic Games, et puis on part du côté de l'univers Microsoft un petit peu plus. Et on va parler cette fois-ci à nouveau de rachat potentiel. Alors cette news, c'est encore Patrick qui va nous en parler parce que Patrick, il était à fond pendant les vacances, il a suivi l'actualité. Et c'est TikTok. Alors ça, j'en ai entendu parler. Il semblerait que Monsieur Trump aux États-Unis ait signé la fin du fonctionnement de TikTok pour les États-Unis. Et Microsoft s'est proposé pour racheter les activités de TikTok. Alors en Amérique du Nord et puis dans d'autres pays. Et Walmart s'est rajouté à Microsoft, mais uniquement sur la partie nord-américaine. Alors TikTok, tout ça, ça vient d'où et pourquoi aussi Microsoft voudrait racheter ce truc un petit peu bizarre qu'est TikTok ? Je vais vous parler de mon ressenti à moi, mais moi je pense que récemment, on en avait discuté avec toi Guillaume en off, c'est que Microsoft a revendu sa plateforme de streaming de jeux vidéo, etc. Ils s'en est débarrassé d'une façon un petit peu abrupte. Moi je dirais que pour moi TikTok est peut-être pour Microsoft une fantastique opportunité de mettre pas seulement un pied, je dirais même les deux pieds dans le monde des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, en fait, c'est un petit peu un... je vais caricaturer, c'est un petit peu le Snapchat chinois, si tu préfères. Voilà. Diffusion vidéo, musique, effets spéciaux, etc. Qui est devenu désormais très, très célèbre et très utilisé dans le monde. Alors, bien évidemment, Trump a décidé d'appliquer à TikTok ce qu'il appliquait à Huawei, en vertu de ce que la Chine pourrait récupérer de données personnelles de ses compatriotes, etc. La seule condition pour qu'ils puissent laisser en fait d'utiliser, c'est qu'ils soient rachetés par une société américaine. Et donc pour moi j'y vois une fantastique opportunité tout simplement pour Microsoft de mettre les deux pieds dans le monde des réseaux sociaux. Ce qui pour l'instant est loin d'être le cas. Alors on parle de LinkedIn, moi j'y vois plutôt un portail pour le monde professionnel, mais en matière de réseau social pur, je réfléchis 2 secondes, Microsoft est absent. On a Facebook, on a Twitter, totalement. On a Snapchat, on a Instagram. Microsoft ne fait pas du tout partie de cet univers-là. Et je pense que pour lui, TikTok, c'est une fantastique aubaine, il faut le dire. Est-ce que Microsoft, n'a pas décidé eux-mêmes de ne pas en faire partie ? Je veux dire, ils ont, à une époque, il y a une dizaine d'années, tu te souviens, on avait tous ces trucs Windows Live avec les blogs, les machins trucs, et tout ça, ils ont fermé tout ça. Ensuite, on a eu Skype qui a fait un truc réseau social également, je peux vous appeler des stories, des trucs comme ça, ils ont fermé tout ça. Ils avaient Beamer, non, ça s'appelait Mixer. Beamer, c'était la version bêta, désolé. On avait Mixer, donc ils l'ont fermé alors que quand même, bon, c'était pas non plus une catastrophe. C'était pas Twitch, mais ils étaient pas non plus à la rue complètement. Donc, est-ce qu'il y a une volonté ? Parce que finalement, ils ont abandonné tout le reste. Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec ça maintenant ? Alors qu'ils ont passé les 10 dernières années à se débarrasser de quasiment tout ce qu'ils avaient dans ce monde-là. Ils en ont créé, ils en sont débarrassés à chaque fois. Oui, mais parce qu'ils se sont rendus compte que pour l'instant toutes les portes étaient fermées, avec notamment les réseaux sociaux dont j'ai parlé précédemment. Et là, je pense qu'ils ont vu tout simplement, face à ce désert d'opportunités pour eux, ils ont vu une seule porte s'ouvrir, j'ai envie de te dire. Et puis pour eux, ils ont dit, il faut profitons-en, tout simplement. Je me demandais si c'était pas une opportunité aussi au niveau de l'IA, si c'était pas un moyen de récupérer des grosses quantités de données à faire traiter par l'IA pour développer tout ce qui est intelligence artificielle du côté de Microsoft et d'Azure. Tu vois, je voyais aussi ça de ce côté-là, si pour eux c'était pas une source fantastique aussi d'informations qui allait arriver. Tu penses qu'ils en ont besoin avec tout ce qu'ils récoltent déjà à partir de PC, Windows, etc. Et puis sans oublier maintenant leurs services qu'ils ont tous déployés sur mobile. Hein. On sait tous que la panoplie Microsoft est sur Android, sur iOS, sur Mac, sur PC. Tu penses pas que déjà qu'à ce niveau-là, ils ont déjà de quoi faire ? Je me dis, c'est pas forcément les mêmes publics qui sont sur TikTok et qui sont sur les services dont tu viens de parler. On n'y met pas les mêmes choses et les gens qui sont sur TikTok ne font peut-être pas autant attention à la sécurité ou à ce qu'ils mettent. Et il y a peut-être moyen d'avoir plus d'informations. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Hein. Non, je comprends. Maintenant, je vais te dire, TikTok, je l'ai testé, je l'ai gardé 1 semaine dans mon téléphone parce que ça m'a un petit peu saoulé. Au niveau du contenu lui-même, j'essaie de penser qu'est-ce qui serait utile pour l'intelligence artificielle.
Je pense que dans TikTok, il y a un des deux mots qui est peut-être de trop à la limite, mais écoute, je sais pas. Je t'avoue que je vois pas trop. Ouais, en matière d'identification peut-être, je sais pas. Mais je suis pas convaincu. Mais je me dis, ça fait quand même beaucoup de données qui arrivent, ça fait potentiellement beaucoup de sources à rajouter. Il peut y avoir un intérêt. Voilà. C'est une potentialité. Il est vrai que Microsoft, par rapport à Google, sont assez en retard au niveau de l'intelligence artificielle, quand même. Enfin, au niveau des sources de données. Moi, je vois clairement, tu vois, Google, il te connaît mais si tu utilises un Android, il te connaît à 100%. Microsoft, quand on n'est pas encore à ce niveau-là de connaissance, ou peut-être qu'ils essayent de rattraper un peu leur retard. Après, c'est peut-être pas leur but non plus, hein. Ils essayent d'être moins intrusifs, donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Avec tous les PC Windows, etc., qui sont dans le monde, tu penses vraiment qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur les jeux? Mais ils s'en servent pas de la même façon. Je lance l'application actualité, j'ai rien qui m'intéresse quasiment dedans. Je lance Google News, le mec il me sort exactement les news que j'ai envie de lire. Tu vois, et c'est là que je vois la différence qu'ils font entre l'utilisation des données. Parce que j'utilise tellement PC Windows, ils doivent me connaître parfaitement également. J'utilise Edge sur tous mes PC, mais ils ne servent pas des infos de la même façon, je pense. Google, les mecs, ils recoupent exactement ce que tu regardes et ils savent ce que tu as envie de savoir. C'est la différence. C'est un peu intrusif quand même ce que tu décris. C'est intrusif, mais honnêtement, moi je veux dire, j'ouvre YouTube, le mec il me met les trucs, les vidéos que j'ai envie de regarder. C'est dingue, mais voilà quoi. C'est... Ok. Des choses à rajouter là-dessus sur TikTok ou on passe à la suite? Moi je pense qu'on a fait le tour. Allez, si on a fait le tour, on enchaîne avec le projet Mocha. Alors le projet Mocha, on vous en avait parlé déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois. C'est un projet qui est lancé par Microsoft en réalité pour concurrencer un petit peu Trello. Alors ça va s'appeler en français les espaces Microsoft Outlook. Et ça va être, alors comme Trello... Juste un truc, en anglais c'est Outlook Space, hein. Le projet Mocha c'est le nom bêta. Oui, c'est le nom bêta, et oui, quand je disais le nom français, pardon, ça va être le nom définitif. Oui, mais ça revient au même, je veux dire, c'est pas un nom différent pour la France. Non, c'est juste la traduction en français du nom anglais. Voilà, donc les Trello, ce sont des suivis de dossiers, c'est un outil pour faire du suivi de dossier. Vous mettez les tâches qui sont à accomplir, les tâches qui sont en cours d'accomplissement, les tâches accomplies, vous pouvez les différencier, rajouter des détails et compagnie. C'est un petit peu le système du post-it que vous auriez sur un tableau, hein, mais c'est très visuel, vous remettez les choses à leur place, vous les déplacez s'il y a besoin. Voilà, c'est très vivant. Et Microsoft propose ça alors gratuitement pour l'instant dans les suites. Alors moi je suis utilisateur Office 365 personnel, j'ai projet Mocha qui est accessible. Toi aussi Florian tu l'as. Au niveau suite professionnelle, je ne l'ai pas accessible. J'ai trouvé ça assez étonnant. Bon, après peut-être, enfin si, il y a quand même une possibilité en passant par le PowerShell, l'administrateur du compte professionnel peut activer ou non le projet Mocha. Donc peut-être que moi il est tout simplement pas activé en pro. Mais quand vous créez un projet Mocha, vous avez plusieurs possibilités à tester. Alors vous pouvez donc faire comme je vous disais tout à l'heure, rajouter comme un Trello donc quelque chose d'assez vraiment le suivi de projet. Vous avez le plan école. Alors j'ai l'impression que c'est le cahier journal du prof. Vous voyez votre programme de la journée et vous avez toute la semaine où vous pouvez organiser avec vos tâches sur vos journées. C'est assez pratique, surtout si vous avez quelque chose qui peut être un peu répétitif à faire. Vous avez, alors j'ai pas tout regardé, hein, mais les plans à la semaine. Donc là, on est sur quelque chose qui va un petit peu comme pour le côté école, vous redonnez un calendrier, donc dans votre semaine vous allez mettre ce que vous avez à faire. Bon, ça peut être des choses qui se gèrent seules, qui se gèrent à plusieurs, c'est quand même l'intérêt d'être à plusieurs pour faire le suivi de ces projets, mais que je trouve vachement bien fait et qui est entièrement, alors, qui est gratuit dans le cadre d'un abonnement payant. Bon, c'est l'Office 365 qui s'étoffe. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que c'est vraiment une plus-value à Microsoft 365 ou pas? Est-ce que ça vous intéresse aussi comme ce genre de fonctionnalité? J'ai essayé d'utiliser mais c'est trop compliqué pour moi. Je suis revenu en 10 secondes, je suis revenu à créer 50 post-it sur mon bureau. Non mais en fait c'est juste que moi dès qu'il faut être organisé c'est compliqué, donc bon voilà. Ouais. En fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs partout. Il y avait des trucs partout. Je savais pas trop comment organiser les trucs et ça m'a. Rapidement, j'ai dit oulala, je vais mettre une demi-heure à rien pour comprendre ce qu'il faut exactement, quelle est la logique du truc. Et donc, j'ai abandonné tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, je reste avec mes post-it.
D'accord. Bah écoute, le Trello, c'est le post-it. Tu fais 3 colonnes, hein. Choses à faire, choses que tu es qui sont en train d'être faites, et ensuite ce qui est fait, ce qui est finalisé. Donc tu vois, des post-it, 3 colonnes, et t'as fait ton Trello. Mais tu peux pas le partager à tout le monde. J'avais l'impression que c'était compliqué en fait, je sais plus, ça fait longtemps. J'avais juste créé un test et puis j'avais testé ça 10 minutes et j'avais fait oulolo et puis j'avais lâché l'affaire. Ouais, tu devais avoir autre chose en tête ce jour-là, je pense. Patrick, toi? Bah écoute, j'ai pas eu encore l'occasion de tester, donc je vais encore réserver mon jugement jusqu'à ce que je me fasse un petit peu la main dessus. Mais tu parles de projet, donc de tâches, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que ça va pas un tout petit peu en choc frontal avec Microsoft To Do ? Non, parce que c'est vraiment... c'est quand tu prends un projet complexe. D'accord. Tu as un projet complexe, tu as plein de sous-tâches à faire, et donc tu vas pouvoir donc d'abord élaborer tes sous-tâches, dire qui doit les traiter. Donc quand tu travailles à plusieurs, c'est quand même vachement pratique. Donc qui doit traiter quelle tâche. Tu as des échéances que tu peux mettre, et donc comme ça te signale, ça rentre en plus directement dans ton calendrier quand tu l'as mis dans les échéances. Donc je trouve ça très pratique. Ok. Voilà. Ouais. Je testerai de ces 4. Bon, après, non plus, c'est pas révolutionnaire, hein, ça reprend ce qui a été fait par Trello, mais on peut rajouter plein de choses. Voilà. Allez, on va continuer avec une dernière information plus technique, peut-être faites attention. Florian, tu vas nous parler de SSD, il me semble. Bah oui, apparemment. Donc il semblerait qu'avec la dernière mise à jour de Windows 10, donc il y aurait un petit souci, et l'application qui gère les disques durs sur Windows, le gestionnaire de, comment on appelle ça, le défragmentateur de disques, qui a un nom un petit peu trompeur, parce que sur les SSD il fait pas vraiment des fragmentations, il fait du trim, c'est de l'optimisation. Mais il semblerait que celui-là il soit mal optimisé, et donc qu'il fonctionne un peu trop souvent, et qu'il userait les SSD en se lançant tout seul, beaucoup trop. Bon. Et donc moi j'ai pas fait attention à ça, mais en même temps j'ai pas regardé l'usure de mon SSD, donc je pourrais pas vous dire. Mais donc ce serait un problème reconnu par Microsoft, et donc ils seraient en train de travailler dessus pour corriger ça rapidement. Ce serait déjà corrigé dans les versions Insider. Alors bon, ça fait un petit peu, si c'est vrai, ça fait un petit peu, encore une fois, manque de test, mais bon, je crois qu'on a vu depuis un bon moment qu'au niveau Insider, malheureusement Windows c'est plus aussi autant testé qu'avant. On a souvent des beaux soucis en prod. C'est rien de trop méchant en général, hein, mais quand même, ça devrait. Je veux dire, j'ai envie de dire que comment on peut arriver à ça en prod ? Je veux dire, normalement, c'est une fonction de base qui devrait être testée, il doit y avoir des tests automatiques qui sont faits. J'ai l'impression qu'en fait, les tests, c'est vraiment les insiders. Hein. Ce qui est remonté par les insiders, et derrière, il n'y a plus grand chose qui est testé par Microsoft en eux-mêmes. Je sais pas ce que vous pensez, vous, mais c'est la sensation que j'ai depuis quelques années. Je suis assez d'accord avec toi, et moi je trouve ça dommage. Enfin, si ça s'arrêtait aux insiders, ces bugs, à la rigueur, je dirais c'est pas grave, ils sont là pour ça. Hein. Mais c'est dommage que ça arrive en production, parce que là on parle bien de la version 20.04 de Windows 10, donc la dernière en date, et c'est quand même bête. On arrive au mois de septembre et cette version est encore avec des bugs qui étaient connus à l'époque et qui n'ont pas été corrigés. C'est un peu le fléau de Windows 10 et le développement continu. Hein. C'est un peu il n'y a plus vraiment de version finale, donc avant, je sais pas si vous connaissez comment le développement de Windows fonctionnait, mais je veux dire, ils avaient vraiment des fenêtres dans lesquelles ils devaient finir leur truc pour dire que ça passe dans la prochaine version. C'était encore buggé genre 2 ans avant la sortie, ils finalisaient même pas ou un truc comme ça, je sais plus, il y avait une deadline comme ça, et donc ils avaient raté et c'était foutu. Donc ils devaient avoir un produit fonctionnel pour telle date, et j'ai l'impression que maintenant, comme il y a des versions tous les 6 mois, tous les 1 an, c'est un peu plus, on corrigera après, quoi. C'est un peu balancé comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bête, surtout que des fonctionnalités comme ça, est-ce qu'il y avait une urgence à mettre à jour cet outil qui marchait dans la version 19.09 ? Est-ce qu'il y avait besoin de le mettre à jour là, quoi ? C'est sûrement juste un tout petit truc qui a pété quelque chose, hein, tu sais, il se dit qu'il se lance tout seul, ça peut... Moi, ce que j'avais lu, c'est que l'utilitaire, il n'arrivait plus à mémoriser à quelle date avait été faite la dernière trim. Donc c'est pour ça qu'il relançait trop souvent, parce qu'il n'avait pas en mémoire la dernière date. C'est un truc tout bête. Si c'est ça devrait être corrigé assez rapidement. Le problème, c'est que ça, je crois que c'est des utilitaires système, donc ils sont intégrés à Windows, donc tu peux pas les corriger aussi facilement qu'une application, je crois. Après, je sais pas exactement comment ça fonctionne leur bazar, mais c'est un peu... Windows, c'est un peu... c'est un monstre, hein. Il a jamais été pensé à l'origine pour être mis à jour facilement, donc bon, c'est... C'est ce que disait Microsoft, hein, quand on met à jour Windows et on met... je sais plus comment il disait ça, le mec, il disait que c'est un peu comme si tu reconstruisais l'avion pendant qu'il est en vol. D'accord.
Patrick, tu voulais réagir? Ouais, qu'il me soit permis de me faire encore une fois un petit peu l'avocat du diable. Bon, là, c'est peut-être aussi un petit peu le technicien qui parle, mais il fut un temps où on avait des Windows où le nombre de bugs n'aurait pas suffi, était plus qu'assez pour remplir une émission complète à elle toute seule. Donc je vous avoue très franchement, les amis, que la situation actuelle de Windows 10 en matière de stabilité et tout le reste, de mon point de vue, est absolument exemplaire. Donc c'est vrai. C'est un bug qui est sans doute gênant, j'en conviens, mais très franchement, en regard de ce que représente pour moi Windows 10 en matière de stabilité générale, non, alors ça me pose pas de problème particulier, j'ai envie de dire. En fait, moi j'ai plus l'impression que c'est la finalisation qui est un peu à l'arrache sous Windows 10. C'est plus vraiment la stabilité générale. La stabilité générale, je pense qu'on l'a depuis un peu plus de 10 ans maintenant sous Windows. En général, c'est stable de nos jours. On est plus dans les années 90. Hein. Donc, mais je trouve que c'est... Est-ce que c'est pas ce supplément de transparence de la part de Microsoft avec ses produits Insider qui fait qu'aujourd'hui, le petit truc comme ça ressort peut-être aussi plus facilement? C'est aussi le fait qu'on a beaucoup plus de versions Windows. Avant, t'en avais une tous les 3 ans, tous les 3-4 ans, tous les 4 ans. Maintenant, je veux dire, en 4 ans, t'as combien? T'as 4, 5, 6 versions Windows sont sorties, donc t'as 6 fois plus de chances d'avoir des problèmes. Oui. Après, oui, c'est vrai que j'avais pas vu comme tu le présentais, Patrick, le côté de la transparence, et contrairement à la stabilité que l'on a réellement, peut-être qu'on est plus exigeant aussi. On leur laisse moins passer de fautes. Ou plus attentif. Ben ça va. Aussi. Ou les deux. Un peu des deux. Bon, allez, voilà. Donc, c'est sur cette dernière note, à moins que Florian ait quelque chose à rajouter. Non. Non, Patrick? Pareil. Tout est dit. Bon, donc c'est sur cette dernière note que nous allons clôturer ce 188e épisode de Lifetile. Alors, 100% audio à retrouver sur YouTube, mais en version 100% audio toujours. Voilà, donc n'oubliez pas que la semaine prochaine, donc la semaine du 10 environ, entre le 8 et le 10, il devrait y avoir le lancement du concours pour gagner cette belle enceinte Bluetooth connectée. Et on vous donne rendez-vous également normalement jeudi 10 pour l'enregistrement d'un épisode Freetile qui sera animé par le camarade Christophe. Voilà, donc ça sera un nouveau format d'épisode, donc vous n'hésiterez pas à nous faire vos retours sur ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié, non apprécié. Voilà, enfin vous nous direz tout, et puis on prendra ça très bien. Allez, merci beaucoup Patrick d'avoir été là pour cet épisode de reprise. T'as été bien super sur l'actu. Ben merci, c'est un plaisir. J'essaie de suivre autant que faire se peut. Merci beaucoup Florian, merci à toi d'avoir été là. De rien. On se retrouve toutes et tous sur Twitter et puis sur le Slack de Lifetile. N'hésitez pas à venir nombreux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi participer sur le Patreon à l'adresse patreon.lifetile.fr. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut.